Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. Manchester City est en train de tout renverser, on parle du choc de cette 33e journée, remportée par les Citizens face à leur rival Arsenal, mais aussi du derby de la Mersey, d'Aston Villa et du relégable Tottenham. Toujours présent pour parler de PL, celui qui nous a demandé de décaler notre enregistrement de ce débrief pour un superbe Crystal Palace West Ham qu'il n'a même pas regardé, je crois, et on appelle ça le flair de l'expert. Ah bah, excuse-moi, c'est Hugo Barthélémy, journaliste indépendant, passé notamment par le quotidien luxembourgeois L'Essentiel. Salut Hugo. Salut Antoine, salut Val. Moi je me suis dit que ça valait la peine. Enfin, en tout cas, si West Ham avait gagné, il y aurait eu des choses à dire vis-à-vis de la situation pour le maintien, mais il se trouve que c'était un match nul, donc ça ne change au final pas grand-chose. Parce qu'il y a des chances qu'on n'en reparle plus dans cette émission, voilà, 0-0, score final. Oui, Au moins, voilà. Il est expédié et la double bulle, voilà. On passe à autre chose, il n'y avait pas grand-chose à en retenir. Avec nous également, celui qui a fanfaronné tout le week-end, qui aurait pu la jouer profil bas, mais qui a préféré se mettre toute la bande de tempo à dos avant ce nouveau débrief. Regardez-le avec ce grand sourire. C'est Valentin, les journalistes indépendants passés par Eurosport ici, Savoie. Salut Valentin. Salut Antoine, salut Hugo, salut à tous. Oui, et pour une fois que, voilà, petit aparté en France quand même, pour une fois que Lyon bat le PSG, c'est pas tous les 4 matins. Donc j'en ai profité pour chambrer notre cher Antoine ici présent. Et puis bon, Cherki en plus a ébloui de son talent toute l'Angleterre, tout le monde, que dis-je, tout l'univers même. Donc c'est pas tous les week-ends, donc, mais la connexion lyonnaise, il y a quelque chose qui est ressorti de ce week-end. Donc voilà. J'avais le sourire, bien évidemment. Donc vous avez bien compris qu'il a taclé un peu tout le monde, parce que aussi Hugo sur Arsenal, qui n'avait rien demandé, mais qui en a pris aussi pour la poire. Je suis même retenu de répondre, voilà. Et quand il se retient, c'est vraiment que là, ça l'a touché en plein cœur. Bah justement, parlons-en de ce Manchester City Arsenal. J'ai marqué sur mon conducteur, je suis désolé pour la petite faute, j'ai marqué 2-1 pour Arsenal. Non, c'est plutôt l'inverse. 2-1 pour Manchester City. C'était le choc non seulement de cette 33e journée de championnat, mais aussi le choc de cette saison, parce que il opposait le leader et son dauphin, et désormais, c'est quand même l'information principale de ce week-end, c'est qu'avec un match en retard, Manchester City est à 3 points de retard. Ça veut dire que si Manchester City venait à gagner ce match contre Crystal Palace, qui a été pour l'instant reporté en fin de saison, mais qui devra encore bouger en fonction des calendriers, bien Manchester City reviendrait à hauteur des Gunners, avec une différence de but à peu près similaire pour le moment, donc ça va nous tenir en haleine pendant encore quelques semaines, même s'il risque de se passer des choses. Ce qu'on sait en tout cas, ce qu'on peut dire, Hugo, c'est que City a gommé l'écart au classement, et j'ai envie de vous demander, en commençant par toi du coup Hugo, qui est le favori maintenant on va en parler, qui est le favori désormais? Dur à dire. City quitte entre guillemets sa position de chasseur, même si techniquement ils y sont toujours. On va quand même pas vendre la peau de Crystal Palace avant de les avoir tués, même si les joueurs de Crystal Palace n'ont forcément plus grand chose à jouer en première ligue en cette fin de saison et sont surtout totalement concentrés sur la Conference League où ils ont totalement les cartes en main pour aller peut-être la gagner. Donc on peut se dire que ce match sonne déjà comme une victoire pour Manchester City. D'autant que le match face à Crystal Palace, qui pour l'instant est prévu en avant-dernière journée, mais qui va donc, comme je disais, encore peut-être bouger, aura a priori lieu quand même tard. Donc on aura déjà quelque chose d'assez figé. Manchester City va patienter a priori avant de devoir disputer cette rencontre. Vas-y Hugo. Ouais, c'est ça. Et puis, donc, il quitte pas totalement cette position de chasseur parce que va y voir ces différents facteurs en cas d'égalité si Manchester City revient à la hauteur d'Arsenal. Donc, la différence de but pour laquelle Arsenal garde pour l'instant l'avantage, mais d'un seul but d'avance avec un match en moins. Donc, fatalement, on peut s'attendre à ce que City revienne à hauteur, voire passe devant. Mais si jamais on termine sur une égalité, on va d'abord entrer dans le nombre de buts marqués cette saison, pour lequel Manchester City a l'avantage. Et puis après ça, on passerait sur les confrontations directes. Donc fatalement, City semble avoir pris un petit avantage quand même sur les Gunners, dans le sens où
ils ont une belle occasion de revenir à égalité, et en cas d'égalité, ils semblent avoir la main pour l'instant. Donc ils semblent avoir pris un petit avantage sur Arsenal, mais c'est loin d'être fini. Il reste pas forcément que des matchs faciles pour City, et il va falloir voir comment ils gèrent cette fin de saison. Ils jouent toujours la Cup. Ils ont une demi-finale contre Southampton, il me semble. Bon. On peut se dire que ça devrait aller, mais Southampton fait quand même une très belle saison à éliminer Arsenal, fait une très belle saison de Championship, donc attention quand même. Mais il va falloir gérer ce temps fort, parce que là, ils sont en plein temps fort, les Citizens, et il va falloir garder ce momentum pour aller jusqu'au bout de la saison. Et à l'inverse, pour côté Gunners, il va falloir retrouver du momentum après un mois d'avril très compliqué pour l'instant, même s'il y a quand même des bonnes choses, je pense, à retirer de ce match. Oui, mais le bilan comptable est là. Avant de parler du match en lui-même, je te pose la même question, Valentin, parce que toi, tu avais prédit quand même. Alors, s'il y a bien une bonne prédiction dans ce qu'on a fait, les pronos sont d'ailleurs toujours disponibles parce qu'ils sont encore d'actualité. Évidemment, nos pronos de fin de saison en haut et en bas de classement que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de Tempo. Tu avais prédit, ressenti que Manchester City avait un gros coup à jouer et qu'a priori ils étaient bien partis pour l'emporter, en tout cas être sacré champion. Qu'est-ce que t'en penses maintenant? Ouais, c'est sûr. C'est vrai que je préfère ressortir les pronos qui peuvent s'avérer être gagnants, parce qu'il y en a un paquet qui sont déjà cuits. Hein. Donc, ouais, ça fait partie du jeu. Oui, ça fait. Voilà. Ouais. Non, mais je l'avais dit en plus, Manchester City avant la défaite d'Arsenal contre Bournemouth quand même. Donc, à ce moment-là, c'était pas cousu d'avance. Mais non, bien sûr, je les vois favoris quand même, Manchester City, parce que on l'a dit, ils sont invaincus en Première Ligue depuis le 17 janvier dernier, cette défaite face à Manchester United. Ça fait une éternité donc qu'ils n'ont pas perdu en Première Ligue. Et puis il y a aussi tout l'avantage psychologique, moi je trouve qui est énorme, et je veux dire, dans tous les médias on en parle sur les réseaux, on voit que ça. On s'attend à ce que Arsenal s'effrite en fin de saison et tombe complètement. On s'attend à ce que Guardiola et City... Tu dis pas ça pour notre consultant belge quand même. Ouais, s'effrite, si, bien sûr, c'est fait exprès. Pardon, je t'ai coupé. non, t'inquiète. Mais voilà, de l'autre côté, on voit la dynamique de City qui est exceptionnelle. Et ça paraît... je sais pas... presque écrit d'avance, en fait, on s'attend à ce que ce scénario arrive, alors que même quand c'était pas possible, quand ils étaient à une dizaine de points, on se disait ouais, mais même Arsenal, attention. Et au final, on se retrouve dans cette course-là où Arsenal se fait reprendre au pire des moments. Donc l'avantage psychologique quand même, il va jouer, il est énorme, même si là il se joue plus dans la tête d'Arsenal. C'est Declan Rice, je crois, à la fin du match, où tous les joueurs d'Arsenal étaient abattus, qui viennent les voir et disent c'est pas fini. Mais si on a besoin de dire ça, c'est que c'est fini, ouais. Parce que c'est trop tard. Ils sont toujours premiers quand même de Première Ligue, et si on en est à se dire c'est pas fini, ça veut dire quand même beaucoup de choses. Donc non, oui, pour moi c'est le tournant de la saison. Canal Plus parlait du Clash Royal, très bon jeu de mots d'ailleurs au passage, je leur tire mon chapeau. Mais c'était pas barbare. C'était ça, c'était le combat des géants de Première Ligue, et au final c'est City qui a gagné ce combat, et on fait de la pub pour Supercell. Ah, c'est magnifique. Allez, s'ils veulent, on fait des pré-rolls, on fait tout ce qu'ils veulent. Hein. On n'est pas sponsorisé. Hein. Bon, on accepte les sponsors. Je suis pas aussi catégorique quand même. Alors, franchement, je trouve ça. Vous allez me dire, là, ça n'a rien de comparable, mais souvenez-vous au tout début de la saison, c'est vraiment le parallèle est étrange, hein, peut-être, vous allez me dire, mais au tout début de la saison, le recrutement de Liverpool était exceptionnel et on s'est tous dit, bon, Liverpool est la meilleure équipe, c'est évident. Ils ont fait un 15 sur 15. Non mais voilà, et puis ils vont dérouler. Tout paraissait trop évident. Et quand ça paraît trop évident en Première Ligue, c'est que ça l'est pas, moi je trouve. Tu te méfies. Et justement, j'ai envie de dire, ces dernières années, soyons honnêtes, c'est une classique de voir Arsenal finir deuxième et manquer un peu sa fin de championnat. Et Manchester City finir plus fort, sauf la saison dernière,
Et ben, je pense que c'est encore trop évident cette saison. C'est-à-dire que là, on s'attend tous à ce scénario. On s'attend tous à ce que Manchester City double Arsenal et voilà, sur le fil. Et quand je me base sur rien, vous allez me dire c'est infondé, enfin tu nous fais sur de l'instinct, il n'y a aucune place à l'instinct, mais quand c'est trop évident en première ligue, c'est jamais bon. Et je pense que il y a quand même un truc, attention à Manchester City, de ne pas se dire c'est déjà joué, c'est déjà gagné. Parce que ça reste quand même l'équipe qui a été la plus constante en face Arsenal pendant toute la saison, même si ça a dégringolé là ces derniers temps. Ça a été jusqu'au mois d'avril, l'équipe la plus constante. Et j'ai toujours ce truc de me dire, peut-être qu'ils finiront avec 10 points d'avance, Man City, ce qui me paraîtrait énorme, mais voilà. Mais j'ai toujours ce truc de me dire, quand c'est trop déjà ancré, c'est jamais bon. Encore plus dans le foot, encore plus en Angleterre. Non, mais en plus, par contre, ce qui peut trotter dans la tête des Gunners, c'est que potentiellement, ils peuvent encore finir à 0 trophée une saison où ils avaient la possibilité d'en remporter 3, quoi. Et ça, quand même, ça rentre encore plus dans les têtes. Et c'est cette finale, perdue contre Manchester City en mars de FA Cup. Bon, on va pas réécrire l'histoire avec Dessy, on peut faire beaucoup de choses, mais peut-être ça les aurait débloqués mentalement. Que là, ils sont encore dans la course en Ligue des Champions, ils sont encore dans la course en Première Ligue, mais on a l'impression qu'ils peuvent perdre les deux et finir sur une note catastrophique. Alors, ils sont petit aparté Ligue des Champions, puisque t'en parles, mais pour le coup de la confrontation avec l'Atlético de Madrid, a priori, ce sont quand même les favoris. A priori. Même si l'Atlético de Madrid vient de sortir le Barça, même si Arsenal face au Sporting, ça n'a pas été grandiose. Ouais, si une équipe n'est pas en confiance face à cette équipe-là de l'Atlético, c'est pas un cadeau non plus. Ouais, mais avec. Sur le mois d'avril, l'Atlético a gagné un seul match de football. C'est certes le match aller contre le Barça, mais après ça, ils ont gagné aucun match. Donc, on n'est pas sur une analyse Ligue des Champions, mais on n'est pas sur deux équipes en confiance. Mais bon, après, là, on se projette sur la demi-finale. Il y a 3 matchs à gagner. Il y aurait aussi la finale en cas de qualification. Et là, c'est une autre histoire. Alors, j'ai envie de dire, il n'y a pas de choix à faire, mais qu'est-ce que vous préférez gagner quand vous êtes Arsenal là la Première Ligue. La Première Ligue je sais pas, c'est Hugo qui sera le mieux placé pour en parler. Mais d'un point de vue non-supporter, je me dis la Première Ligue. Si la Première Ligue, il faut un peu conjurer le sort, j'ai envie de dire. On parlait des saisons précédentes, même si je pense qu'une Ligue des Champions reste au-dessus de tout en termes de football de club. Mais pour Arsenal, il faut remettre une Première Ligue au palmarès. Ça dépasse le cadre sportif des Gunners. C'est ça fait trop longtemps pour un club du calibre des Gunners sans Première Ligue, parce que des trophées, il y en a quand même eu sur cette période. Arsenal est devenu le club d'Angleterre avec le plus de FA Cup. Il y a eu, est-ce qu'il y a eu une Carabao Cup, je ne sais pas, mais il y a eu des Community Shields. Il y a aussi eu des finales ratées, notamment en Europa League. Il y a eu quand même quelques rendez-vous manqués avec l'histoire. Là, il faut en tout cas gagner à domicile. À domicile, je veux dire en Angleterre. Il faut remettre son nom au palmarès de la plus grosse compétition du meilleur championnat du monde, avant peut-être de s'attaquer à l'Europe. Parce que finalement, si Arsenal est champion, ils arrivent et qui sont admettons en finale de Ligue des Champions, ils arrivent en finale de Ligue des Champions en tant que champion d'Angleterre. Donc c'est quand même aussi, on parle de confiance, c'est forcément quelque chose de différent. Oui, parce que Arsenal n'a pas tout perdu, contrairement à ce qu'on lit parfois là, dans le sens forcément la dynamique et et même la situation comptable, parce qu'avec ce match en retard, Manchester City peut repasser devant, mais Arsenal n'a pas tout perdu, pas encore en tout cas, et peut inverser la tendance aussi vite qu'elle s'est inversée dans l'autre sens finalement. Donc ça nous promet encore du beau spectacle. Justement, tu parlais du tie-breaker, on va l'expédier quand même assez vite. Ce sujet-là, c'est donc tu le rappelais Hugo, la différence de but en premier, il y a un but d'écart mais un match en retard pour City, un but de moins pour City mais un match en retard, le nombre de buts inscrits dans tout le championnat, c'est pas comme dans le championnat de France, et après les confrontations particulières. A priori c'est plutôt un critère, Hugo, à l'avantage de Manchester City, comme tu nous le rappelais, mais
il y a quand même, si on se penche sur le calendrier des deux équipes, il y a quand même j'ai envie de dire des bourbiers. En tout cas, des équipes qui jouent un petit peu, qui savent cadenasser défensivement. Peut-être plus c'est Manchester City qui affrontera notamment Everton, Brentford, Crystal Palace, même Aston Villa, qui sait aussi cadenasser des matchs quand il le faut. Ça n'avait pas été le cas récemment, mais qui sait le faire. Il y a aussi Burnley, donc ça, ce sera des buts à marquer. Mais Arsenal affrontera Burnley également. Et Arsenal a aussi des West Ham, des Newcastle qui ouvrent plus le jeu. Alors il y a aussi Crystal Palace, on en a parlé, mais en toute fin de saison. Est-ce que c'est vraiment... j'ai envie de dire, c'est encore une fois, c'est pronostiquer un peu sur l'avenir sans avoir vraiment de visibilité, mais est-ce que c'est pas aussi le temps de se dire, depuis le début de saison, on joue à un football qui est quand même limité au 1-2-0, enfin l'efficacité. Est-ce que c'est pas le moment de dire, bah maintenant, il faut se débrider, quoi. Quitte à prendre des buts, il faut qu'on en marque plus que ce qu'on fait actuellement pour essayer de coiffer City au poteau à la différence de but, par exemple. Hugo. Oui, si. Il y a un petit si. décalage, je crois. Non, mais je voulais laisser la parole à Val, parce que je m'étais déjà exprimé dessus, mais je veux bien commencer. Oui, forcément, il faudra. La seule mission pour Arsenal, c'est gagner tous ces matchs et mettre le plus de buts possible. Enfin, mettre la plus grosse différence de buts possible. C'est-à-dire qu'il faudra quand même pas en encaisser trop non plus. Parce que finalement, de gagner 4-3 et gagner 0, au final, ça revient au même. Sur la différence, en tout cas, pas sur le total. Mais il faudra mettre beaucoup de buts, pas trop encaisser et gagner tous ces matchs. Après, tu as dit, il y a des opportunités. Il y a beaucoup d'équipes qui jouent plus grand chose. Il y a peu de matchs en jeu. Tu l'as dit, City va notamment jouer à Aston Villa qui va payer chèrement sa peau à chaque match parce que ici quelqu'un les avait mis sur le podium et peut-être qu'ils vont nous le faire. On va en parler Ça un peu part pas plus si tard. mal, ouais. Mais on est peut-être en train de retrouver le Aston Villa qui nous avait fait une série incroyable. C'était 11 matchs, 11 victoires, il me semble, 11. en début Ouais. de saison. Donc voilà, on va peut-être retrouver ce fameux Aston Villa de Unai Emery sur la fin de saison, donc attention. Donc c'est la mission d'Arsenal, et pour City, j'ai envie de dire pareil, parce que finalement, ils sont, tu l'as dit, Crystal Palace, c'est pas une équipe qui ouvre beaucoup, c'est pas une équipe qui prend des gros scores, donc mettons que City gagne avec un ou deux buts, un ou deux buts d'écart, bah, ils n'auraient pas une grosse avance sur les Gunners non plus, donc ils vont quand même devoir marquer aussi, après ils en auront les capacités, mais on a retrouvé Erling Haaland ce week-end, mais il a quand même passé par une zone un peu de disette. Euh, c'est quand même pas, si on va voir les derniers résultats de City, il y a des gros scores fatalement. Il y a eu ce 3-0 contre Chelsea qui a marqué des gens. Mais... Il y a eu beaucoup de gros scores. Et 3-0, ça, 4-0 il y en a eu pas mal, mais il y a eu un match nul à Forest, il y a eu une victoire 3-1 contre, tu l'as dit, contre Newcastle, qui est une équipe qui ouvre beaucoup. un partout Mais contre après, West Ham. Ouais. mais c'est ça, après, je vois beaucoup des 1-0 face à Leeds et 2-1 face à Newcastle, 2-1 face à Liverpool. Il y a quand même encore, enfin, c'est pas non plus une équipe qui met 5 buts à chaque match City. Donc Arsenal a encore quelque chose à jouer, c'est de jouer tous ces matchs à fond, de mettre le plus de buts possible. C'est leur seule manière à l'heure actuelle de se mettre à l'abri et d'aller chercher ce titre. Après, s'il y a faux pas de City, fatalement, ils se faciliteront la tâche. Mais Arsenal ne doit pas compter là-dessus. Arsenal doit prendre son sort entre ses mains et aller se le chercher tout seul. Après, c'est vrai qu'Antoine, tu parlais de potentiellement revoir un peu les plans, d'être un peu plus offensif. Je sais pas, c'est pas la fin de Première Ligue à 5 matchs de la fin pour les Gunners que vous allez tout réinventer. Enfin, ce serait juste prendre des risques inconsidérés. Déjà, je pense que l'équipe ne sait pas jouer comme ça. Arteta, c'est pas sa volonté. Et puis, ce serait juste prendre un risque énorme de perdre les matchs restants. Et oui, vous perdez 3-4 avec du panache. Mais là, on parle pas de panache, on parle de points, quoi. Là, on n'est pas au vélo. Oui, donc, oui, parce que rien n'exclut non plus même pas seulement un faux pas, un match nul de City suffirait à Arsenal s'il venait à gagner tous ses matchs. Bon, évidemment. Après, je trouve qu'on fait quand même beaucoup de projections, de se dire s'il gagne les 5 matchs, égalité et tout. Je pense qu'il faut aussi remettre en perspective et se dire si les deux équipes gagnent, City c'est 6 matchs, Arsenal c'est 5 matchs, c'est deux séries qui seraient exceptionnelles. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'en Première Ligue, sur tout l'ensemble de la saison, ils l'ont quasiment pas fait. Enfin, je veux dire, il y a toujours des matchs nuls qui viennent se glisser ici et là, une petite défaite. Donc,
Si ça arrive, c'est une fin de saison mais gigantesque des deux équipes. Donc On a on n'est envie. pas à la brique. Oui, bah, bien sûr qu'on a envie, donc on va le vendre comme ça. Mais on n'est pas à l'abri que les deux équipes perdent un match et fassent un nul, et puis au final on se retrouve quand même à égalité. Mais voilà. On va le C'est vendre vrai comme qu'on- ça, on n'a aucune part dans la première ligue. Si ce n'est, on a envie que les auditeurs nous suivent. Mais... C'est ça. Non, mais c'est vrai que j'ai évoqué la série d'Aston Villa juste avant, mais on l'avait assez rappelé à quel point c'était titanesque de faire 11 victoires de suite en première ligue. Et comme Il n'y le avait pas dit que de la Val, c'est première ligue pour vraiment. Villa. Oui, c'est vrai, mais bon, il y avait au moins 8 victoires, je pense, en première ligue. 7 ou 8 victoires, Je il ne me semble, saurais en pas première ligue. dire. Donc, c'était quand même assez énorme, assez titanesque. Et là, enfin voilà, et là, comme Val disait, ce serait des fins de saison assez exceptionnelles des deux clubs. Et forcément, il y aura peut-être des accros. Après, oui, ce que tout le monde va revivre, c'est ce final avec un but à la dernière minute, comme l'avaient fait les Citizens face à Manu avec le but d'Agüero. Peu importe dans quel sens ça basculera, si ça a lieu, Il l'a rappelé quand même. ce sera dans les livres d'histoire. Enfin, voilà, ce sera dans les grandes histoires de la Première Ligue. C'était 2011, il me semble, ce titre, on en parle encore aujourd'hui. Donc voilà. Bon, voilà, comme dit Valentin, avec des si on coupe du bois, pour l'instant, cantonnons-nous. C'est pas facile à dire, ça. Cantonnons-nous, ouais. Ouais. Eric Cantona, c'est plus simple. À ce que l'on sait. Et quand même, un petit mot, parce qu'on a beaucoup parlé de la situation, parce que c'est le gros feuilleton, évidemment. On va passer à la suite, passer aux autres matchs. Il n'y a pas eu que ça ce week-end, mais c'est le gros feuilleton qu'on suit avec plaisir. Un mot sur ce match, quand même, parce que il n'y a pas eu... arrête-moi si je me trompe, Valentin, mais il n'y a pas eu un écart si important que ça sur le terrain. Alors, vu la situation comptable, c'est logique, mais moi j'imaginais quand même un autre scénario que celui-là. Ouais, on partage pas tout à fait le même point de vue. C'est vrai que, bon, le score 2-1, c'est accroché. Même dans la main. Oui, je suis d'accord qu'il n'y a pas. Arsenal n'a pas sombré. Mais j'ai la mainmise de City qu'il y avait sur ce match, quand même. Enfin, à aucun moment, on les a sentis trop en danger. Il leur offre un but, c'est Donnarumma. Sinon, ça fait 2-0. Hein. Et bon, Arsenal a eu un gros temps fort autour de la 70e en fin de match, juste avant le but d'Haaland, justement, où il touche 2 fois les poteaux. Donc, à ce moment-là, voilà, il touche 2 fois les montants. On peut se dire, Arsenal est mal payé. Mais je trouve que la dynamique du match, City a toujours poussé. City c'était souvent dans la surface, a tenté. Voilà, ils ont 15 tirs sur l'ensemble du match, 60% de possession. On les a pas sentis, en fait, j'ai trouvé, pas inquiétés quoi, dans le jeu. Alors on le sait que Arsenal, pour qu'ils soient vraiment dangereux dans le jeu, c'est pas leur marque de fabrique, mais honnêtement, dès le début de match, en plus, City mettait beaucoup d'intensité, mettait beaucoup de pression. Je suis d'accord sur le fait que Arsenal aurait peut-être pu sombrer et ils l'ont pas fait. Mais City a quand même dominé cette partie, la tête et des épaules, et c'est largement logique de les voir s'imposer. Et justement, Après, si Arsenal met ce 2-1, franchement, c'est pas la même histoire. Comme montré, enfin voilà, Donnarumma, bon, c'est une image qui a rappelé beaucoup de monde à un quart de finale de Ligue des Champions, il me semble, de son Ou époque, huitième, de son ouais. passage huitième peut-être, je ne sais plus, mais en tout cas de son passage au PSG face au Real Madrid, avec ce but de Karim Benzema. Mais à l'époque, Paris domine aussi à ce moment-là, la double confrontation, tout le monde voit le PSG passer, finalement c'est une cagade de Donnarumma qui renverse la vapeur. Là ça aurait pu être pareil, parce que finalement Arsenal, sur sa première mi-temps, n'existe pas beaucoup, et ils peuvent être franchement heureux de rentrer avec un match nul. Mais sur cette deuxième période, comme tu dis, ils ont quand même un temps fort autour de la 60e, avant le but d'Haaland. Si là ils mettent le 2-1, c'est quand même vachement différent. Parce que là, le doute change de camp finalement. Là, c'est City qui se dit, parce que si City arrache le nul, ça ne suffit pas. Enfin, il reste en bonne posture, mais c'est pas la même situation. Donc, Arsenal, franchement, aurait pu mieux se payer. Et après, ils ont abordé ce match presque. J'ai presque l'impression qu'ils voulaient aller chercher le nul et pas la victoire. Et ça, quand vous êtes le leader, c'est quand même dommage. J'ai vu une équipe qui essaye de faire un coup à l'Etihad, mais vous êtes leader de première ligue, vous devez pas arriver en se disant peut-être qu'on va faire un coup. Non, il faut arriver en se disant on va gagner, on vient pour gagner, on vient pour imposer notre jeu. Ou peut-être pas forcément imposer votre jeu, vous pouvez laisser Man City faire le jeu, ils sont à domicile, mais venir avec des plus grosses intentions que ça, et ça, c'est peut-être un peu ce qui a manqué au Gunners. Après aussi, il y a... rapide, Ouais, non, je vais être un petit très peu dur. rapide. Très rapide, très rapide. Valentin. Arsenal à Havertz, City à Cherki, et sur ce match-là, les deux, bon, voilà.
Voilà. J'étais obligé Je- de parler de Cherki, c'est juste délicieux ce qu'il a fait ce week-end. Enfin, je veux dire, Je m'étais tout dit, le je monde te l'a vu, laisse mais une c'est. phrase. Je voulais que tu nous fasses une phrase Voilà. sur Sharky. Bon, tu l'as faite, donc voilà, parce que quand même, encore un festival du milieu offensif français qui nous a régalé dans la défense des Gunners. Et Comparé autant à Messi par Guardiola lui-même. du premier but, ouais, adoubé par Guardiola, qui le compare au deuxième meilleur joueur de l'histoire du football. Bon, ça, Quel j'étais enfant, obligé. Oh là là. J'étais obligé Quelle de le placer, enflure. évidemment. Mais Quelle évidemment. enflure. Bah, avec du respect. Bah, on s'il perd vous la moitié plaît. de nos auditeurs là. À partir de Non, maintenant. restez avec nous. Écrivez-moi que j'ai tort en commentaire, mais restez avec nous. Et donc, prochain rendez-vous déjà pour Manchester City demain, mercredi, sur la pelouse de Burnley. C'est une journée qui s'étale jusqu'à samedi. Mardi, mercredi, vendredi, samedi. Voilà, c'est les joies de la fin de saison en Première Ligue. Arsenal jouera samedi et donc City dès mercredi. On aura peut-être un peu se rapprocher au classement un peu symbolique dès cette semaine. On passe à la suite quand même, messieurs, parce qu'on a fait 25 minutes sur ce match. C'est évidemment le big one, comme on l'appelle. Mais il s'est passé d'autres choses. À l'image de ce derby de la Mersey, qui était aussi l'une des affiches alléchantes de cette 33e journée, qui n'a pas déçu, parce qu'il y a un dénouement exceptionnel, avec cette victoire sur le fil de Liverpool 2-1 sur la pelouse d'Everton. Premier derby dans le nouveau stade d'Everton, au Hill Dickinson Stadium, et donc des buts en plus de Mohamed Salah et de Virgil van Dijk pour délivrer Liverpool, si c'est pas symbolique, dans cette rivalité entre les deux clubs voisins de Liverpool. Oui, Val, je te vois déjà... Ben non, mais justement, mais c'est toute l'histoire de ce match. Enfin, c'est ce qu'on n'a pas vu toute la saison du côté de Liverpool qui se réalise là maintenant, et ça vient comme un cheveu sur la soupe. On s'y attend pas, quoi. C'est Salah qui marque déjà. Bon, c'est un événement quand même. C'est Alors, un bon bon, match, au-delà de marquer. oui, en plus, oui, non, mais bien sûr, Et c'est il avait... le moment phare de. Et pardon, il avait marqué... Oui. Enfin, il avait retrouvé le chemin défilé cette semaine, la semaine dernière, face à Fulham, et il a à nouveau marqué contre Everton. Oui, c'est vrai que, mais voilà, globalement, j'ai envie de dire, il veut terminer son aventure à Liverpool en beauté, et on avait vu beaucoup d'envie durant cet hiver, mais il n'était pas dans son assiette. Ben là, ça marque enfin, donc déjà, ça fait du bien à Liverpool. Un Gakpo aussi inspiré, et puis surtout au vu du scénario. Enfin, c'est normalement un tel match où il y a un partout à la 90e minute, c'est Liverpool qui le perd de 1 sur un corner. Ah, cette saison, Bah ça là, a souvent été l'histoire, oui. Et oui, La saison et dernière, là, c'est l'inverse. on a vu l'inverse, avec en plus un Van Dijk qui marque, et ça aussi c'est un symbole, parce que c'est un des joueurs, c'est un cadre, tout simplement, de cette équipe des Reds, mais qui est en difficulté toute la saison. Toute la saison, il était pointé du doigt, et c'était possiblement un des fautifs sur ces dernières actions où Liverpool s'en prenait un à la dernière minute. C'était Van Dijk qui était souvent dans le coup. Et là, il inverse la tendance en mettant cette tête synonyme de victoire, en plus dans un derby. Donc honnêtement, c'était un scénario pas conforme à ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Mais Liverpool est cinquième et s'accroche à la Ligue des Champions désormais. Oui, et cette victoire très symbolique au Hill Dickinson Stadium. Et tu le disais, Valentin, les cadres cette saison des Reds, même eux, ont fait défaut parfois, ce qui explique aussi que Liverpool ne soit pas tout en haut de ce classement. Et Liverpool qui s'impose quand même, et même il reste encore certains des titulaires indiscutables qui ne sont pas à leur rang en ce moment, Hugo. Ouais, c'est ça qui me dérange un peu avec cette équipe de Liverpool cette saison, c'est qu'on a l'impression qu'on n'a jamais eu, peut-être sur les premiers matchs, justement sur ce 15 sur 15, sur ces 5 premiers matchs de Première Ligue, mais on n'a jamais eu un Liverpool avec le 11 en forme. Parce que là, on a noté les très bons matchs de Salah, de Van Dijk, en général, toute la défense qui a fait un bon match. Mais si on va à côté opposé avec Gakpo, Gravenberch, Alexander Isak en pointe, c'était quand même nettement moins convaincant. Enfin, Après, Isaac, il a joué 2 matchs. J'exagère. Oui, et oui, revient c'est de ça, blessure. mais oui, et il s'est un peu jeté au feu par la blessure d'Ekitike, mais
mais de par le statut qu'il a, on peut s'attendre à ce qu'il revienne peut-être dès son retour. En plus, vu la frustration qu'il y avait avant, de s'être en plus blessé sur un de ses premiers buts de la saison. Enfin voilà. Donc on aurait pu s'attendre à ce qu'il revienne fort, à ce qu'il revienne tambour battant. Mais je pense à Gakpo qui a quand même l'occasion de tuer le match quelques fois, qui ne le fait jamais. Enfin, c'est un peu ce qui me dérange dans cette équipe, c'est que on a l'impression que quand on dit ah c'est super, on a enfin vu un bon match de Salah, on regarde à l'opposé, on se dit oh non là, c'était pas terrible. Et puis après on se dit ah on a eu un bon match de Gakpo, puis après on regarde ça, on se dit oh c'était pas terrible non plus. Donc c'est un peu ça Il n'y a qui est jamais dommage. cette cohésion. Oui, j'ai l'impression qu'à chaque match, il y a un coupable à Liverpool. Alors, dans les victoires moins, mais dans les défaites, j'ai l'impression qu'à chaque match, on se dit, ah ouais, mais là, lui, il a fait un mauvais match, mais lui, il a fait un mauvais match. J'ai l'impression qu'en plus, ça tourne. C'est surtout ça qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas une saison catastrophique d'un joueur. Enfin, il y en a qui sont pas une excellente saison, mais il y a tous les joueurs qui ont un peu eu leur temps faible pour l'instant. Alors, les nouveaux, les arrivants, voilà, les Isaac, les Wirtz, surtout en début de saison où ça marchait pas très bien. Hugo Ekitike, on en avait parlé, c'était le mois de janvier, il me semble qu'il y a eu un gros trou d'air où il trouvait plus le chemin des filets. Enfin, la défense, il y a eu quelques matchs où ça allait plus trop. Et puis il y a eu les blessures aussi qui ont fait très mal en défense. Voilà. Là, on a Mamardashvili ça faisait combien, enfin, alors je vais dire qu'il gagne enfin un match. Alors certes, mais qui est sorti sur blessure. Ouais. Donc ça aussi, ça va être un sacré casse-tête pour Arne Slot. Et tiens, j'en profite pour en parler maintenant parce que l'entrée de Freddie Woodman. Elle est quand même. C'est miraculeux qu'ils s'en soient sortis de cette manière. Parce que le nombre de sorties de la tête en dehors de la surface, là où les ballons, où il communique pas bien avec ses défenseurs, on sentait pas à l'aise quand même. Hein. Non, et si je peux aider Arne Slot, je recommande Armin Pessi dans son effectif que j'ai pris dans ma carrière FIFA qui est très bon. Ouais, mais c'est ça ton problème, Hugo. C'est ça ton problème. C'est que les joueurs que tu prends sur FIFA, ils vont pas tous éclore comme ça dans le football, là. Malheureusement, non. Mais non, mais ça, voilà. C'est un coaching à la Liam Rosenior. Petite balle perdue. Voilà. Oui, c'est vrai qu'on a essayé qu'on parle pas de City, parce que pour pas mettre de balle à Rosenior. De Chelsea. Quand même. Oui, de Chelsea, parce qu'on a parlé de City. Excusez-moi. Je confonds les clubs. T'en perds ton latin. Non, c'est ça. Non, mais voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire sur cette équipe de Liverpool. C'est une inconstance sur toute la saison. Des joueurs, des résultats, de tout le monde. Et c'est ça qui est dommage, parce que on sent qu'il y a quand même un fond de jeu dans cette équipe, enfin qui était déjà la saison dernière. Heureusement. Quand on voit les additions qu'il y a eu cet été, on sent qu'il y a vraiment quelque chose à jouer, quoi. Mais ça fait chaque fois qu'il y a un petit regain d'énergie, on se dit que ça fait pchit. Et là, pour cette fin de saison, on l'a dit, ils ont gagné un derby, ils sont bien placés pour la Ligue des Champions, donc peut-être qu'ils vont nous faire une fin de saison en fanfare, pourquoi pas, pour peut-être bien se lancer pour la campagne 2026-2027, je leur souhaite. Mais en tout cas, ouais, c'est une frustration constante, j'ai l'impression de voir cette équipe de Liverpool. Wow. Après, je te trouve dur là sur ce match-là quand même. Ah non, mais faire ce constat-là après une victoire comme ça. Dans un derby comme ça. Oui, mais c'était pas le match. Enfin, après, j'ai envie de dire, oui, un derby, ça aurait pu tourner dans l'autre sens aussi. Mais c'est pas qu'ils l'ont gagné au la main non plus, ce derby. Quoi. Alors, malgré tout, la frustration constante d'Hugo, elle est quand même, mine de rien, placée, comme vous le rappeliez tous les deux, messieurs, en Ligue des Champions, dans les 5 premiers spots, donc assurément qualificatifs pour la LDC en fin de saison, et pas les tours préliminaires, hein, la phase de Ligue. Liverpool est à 55 points, soit 7 de plus que Chelsea à 5 journées de la fin. On va pas dire que c'est assuré parce que, une nouvelle fois, quand c'est trop évident en première ligue, on le sait, mais on est quand même, a priori, sur la bonne voie pour Liverpool. On l'avait fixé au moment où ça allait moins bien à Liverpool, l'objectif minimal c'était quand même la Ligue des Champions, parce qu'on savait que le titre était malheureusement jeté déjà depuis bien longtemps. Le podium, c'est encore jouable largement, il y a 3 points de retard. Mais c'était pas l'essentiel. L'essentiel, c'était au moins de reconduire l'équipe en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Objectif presque rempli, Valentin. Oui, c'est ça. Je pense qu'on aurait proposé aux Reds de se dire, vous êtes 5e. À 5 journées de la fin, avec un bon matelas de 7 points d'avance sur Chelsea, je pense qu'ils auraient signé. Alors, pas en début de saison. En décembre, non, mais en décembre. Ah oui, oui. En décembre. En décembre, c'était la crise. Oui, non, pas en début de saison. Mais en début de saison, on leur aurait dit ça, ils auraient tiré un petit peu la tronche. Hein.
Alors ça, je suis bien d'accord avec toi. Mais bon, il s'est passé des choses en un an quand même. Il y a eu beaucoup de remous, il y a eu beaucoup de rumeurs, de sorties de Salah qui défonce Arne Slot, de Arne Slot qui paraît noyé, de oh on va le remplacer. Enfin, c'était la crise. Et au final, bon, c'était la crise aussi à Chelsea. Et ben, on voit la différence aujourd'hui entre les deux clubs qui sont pas tout à fait au même niveau. Et un Liverpool qui construit quand même, j'ai l'impression, quelque chose de... Voilà, on peut se dire, il construit déjà pardon, la saison prochaine parce que voilà, Salah a annoncé que c'est bon, c'était fini, la fin du feuilleton, voilà, on sait qu'il partira l'été prochain, ce qui lui permet aussi peut-être d'être plus libéré et donc de signer une fin de saison qui est plus intéressante en tout cas que son début de saison. Et aujourd'hui, oui, honnêtement, voilà, se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est le service minimum. Mais voilà, il y a rien de catastrophique non plus. Alors que Chelsea, si je fais la comparaison, ça peut être catastrophique. Si je vais plus loin, sortir en quart de finale face au PSG, face à ce PSG-là, il n'y a rien de catastrophique non plus. Même s'il y a la manière, Il y a la bien manière, ouais. évidemment, ils ont pris une sacrée rouste, faut le dire. Mais voilà, d'un point de vue comptable, honnêtement, ils assurent. Voilà, ils assurent, c'est service minimum. Ils auront un match là contre Chelsea d'ici la fin de la saison, à 3 journées de la fin. On peut dire déjà que s'ils gagnent ce match-là, sauf catastrophe, ils seront en Ligue des Champions l'année prochaine. Et honnêtement, c'est un moindre mal au vu de leur saison. Oh bah, effectivement, et a priori, ils s'en contenteront quand même sur la fin de la saison, et vu le scénario. Oui, Hugo. Surtout qu'avec le changement d'entraîneur qui arrivera quand même sans doute, avoir la Ligue des Champions, ça aide à attirer des beaux noms. Enfin, surtout un certain Changement d'entraîneur. Xabi Alonso qui est quand même annoncé depuis quelques mois. On verra où ça ira, mais fatalement, la qualification en Ligue des Champions aidera à attirer ce genre de profil. Là, pour l'instant, ce sont encore des spéculations. Ce que je peux vous dire en factuel, en tout cas, c'est qu'il faut quand même le souligner parce qu'on n'en a pas parlé. Mohamed Salah est devenu, pour son dernier derby, a égalé en tout cas le Steven Gerrard au nombre de buts marqués dans les derbys de la Mersey. Et donc, il est premier buteur ex aequo dans les derbys de la Mersey. Et il le restera. Du moins, en première ligue, attention, c'est en première ligue depuis 92, oui. avec 9 buts inscrits comme Steven Gerrard dans les derbies entre Everton et Liverpool. Oui, go. À moins que Mohamed Salah s'en aille à Everton. Alors, ça m'étonnerait quand même beaucoup. Mais a priori, c'est pas dans les plans. Et c'était aussi le dernier derby de la Mersey de Andy Robertson qui quittera les Reds à la fin de la saison. Hugo, un mot quand même sur Everton avant de passer à la suite. On avait commencé à en parler dans les précédentes émissions de cette équipe d'Everton qui est parfois un peu frustrante face aux grosses écuries parce que il y a cette bonne ossature, il y a peut-être même une alchimie, mais il manque encore quelque chose. Il manque encore cruellement aussi de réalisme offensif déjà. Ouais, c'est ça. Bon, on l'a dit, ce match, franchement, ils auraient pu le gagner. D'ailleurs, comptablement, ça aurait été vraiment intéressant pour Everton. C'est dommage, mais ouais, on sent, comme tu dis, il y a une bonne équipe, il y a une bonne ossature, il y a enfin une bonne équipe de première ligue. Et on sait que Everton, c'est pour différentes raisons battu avec le maintien ces dernières saisons, que ce soit du sportif, de l'extra sportif, des retraits de points. Enfin bref, voilà. Parfois pour des mauvais choix, parfois un peu contre leur gré, j'ai envie de dire. Donc Everton est enfin redevenu une équipe de première ligue qu'on n'aime pas jouer, qui joue enfin voilà, qui est dans les 10 meilleures équipes d'Angleterre et qui peut même jouer plus haut que ce top 10. Mais on sent que c'est un projet naissant parce qu'il y a des bons joueurs, il y a une bonne équipe, mais il manque quelques X-factors, il manque peut-être parfois de profondeur. Voilà, quand un joueur est blessé, on le voit, l'absence de Jack Grealish se fait cruellement ressentir, même si on peut aussi discuter les choix de David Moyes d'aligner Dwight McNeil week-end après week-end, alors que Tyreek George est arrivé en prêt depuis Chelsea cet hiver. Mais voilà, et puis il y a aussi ce problème du numéro 9 qu'on avait aussi déjà évoqué il y a quelques épisodes, où Beto et Thierry Barry et toute bonne volonté en eux qu'il y a, c'est malheureusement aujourd'hui pas suffisant. Enfin, en tout cas, ça semble être pas suffisant pour aller jouer
un tout petit peu plus haut, un cran plus haut, pourquoi pas même accrocher, on sait, voilà, avec ces 5 places, voire peut-être 6, on l'évoquait ce week-end, si les Aston Anglais Villa font une remporte razzia sur les l'Europa Coupes League. Ouais. d'Europe, voilà, si Aston Villa gagne l'Europa League, voire peut-être même 6, aller chercher ce top 6, et peut-être une Ligue des Champions, ce qui semblait quand même inespéré en début de saison, hein, pour Everton. Il leur manque, pour l'instant, en tout cas, ce petit quelque chose. Après, il reste quelques matchs, pourquoi pas se transcender sur ces matchs, hein. 5 journées, ça fait beaucoup de points. Mais ouais, c'est un peu, voilà, comme disait Antoine, un peu frustrant. Il manque ce X factor, en tout cas, à Everton pour faire basculer. Mais du coup, attention à la prochaine saison, parce que je pense que beaucoup de joueurs qui sont arrivés se sentent bien du côté d'Everton, vont rester. Et avec quelques achats, quelques additions intelligentes, ça peut devenir une vraie bonne équipe de première ligue. D'autant que, messieurs, vous disiez justement, enfin, tu parlais de ces derniers matchs, Hugo, l'absence à venir de Jarrad Braithwaite, le jeune défenseur anglais, qui est l'une des pièces maîtresses d'Everton, sous contrat jusqu'en 2030. Bien Jarrad Braithwaite qui s'est blessé à l'ischio-jambier et qui, en plus de manquer la fin de saison, va manquer a priori la Coupe du Monde avec l'Angleterre, lui qui est quand même un jeune défenseur avec beaucoup de potentiel, qui aurait sans doute fait partie, après avoir retrouvé du rythme de la sélection de Thomas Tuchel, et qui avait déjà manqué une grosse partie de la saison. Donc 10 matchs seulement en Première Ligue cette saison pour Jarrad Braithwaite à 23 ans. C'est pas génial pour lui, d'autant plus quand on a du potentiel comme celui-là. Messieurs, la suite de cette 33e journée, après le derby de la Mersey, il y avait ce match un peu fou aussi dans le scénario, qui s'est aussi joué dans les derniers instants, entre Aston Villa et Sunderland. Victoire 4-3 des Villans. Tu as un match... comment on peut qualifier ce match fantastique, il n'y a pas d'autre mot là. Ouais, fou. Ouais, fou. Ouais, débridé. Débridé. Bah voilà, Je suis un peu plus mesuré. Ouais, Voilà. Voilà, on prend des pincettes. Le but de Tammy Abraham à la 93e minute de jeu qui vient délivrer Aston Villa, hein, toute l'équipe d'Aston Villa. Ouais, Villa Park, ouais. Ouais, tout Villa Park. Les buteurs ont bien fonctionné entre Watkins et lui. Tammy Abraham qui marque son 2e but de la saison. Val, tu nous avais prédit un Villa 3e. On en a parlé tout à l'heure. Dans les pronos que vous pouvez retrouver toujours sur Tempo. On reprend du plaisir là à Villa, on a l'impression. Parce que là, elle est gagnée 4-3. C'est pas d'ailleurs, la série en elle-même est plutôt bonne, avec la double confrontation où ils ont écrasé Bologne en Coupe d'Europe. On reprend du plaisir à Villa. Et bah, c'est pas déconnant finalement d'aller gratter cette place sur le podium, de repartir de l'avant enfin. Ouais, c'est un titre honorifique parce qu'au final, bon, ils seront en Ligue des Champions, qu'on soit 3 ou 4 en soi. Oh, bah, un podium de Il y a PL de quand même. l'argent en jeu, bien sûr. Il y a le podium de première ligne, mais c'est un titre honorifique. Mais, bien sûr, il y a il y a une question financière qui est non négligeable pour les clubs. Mais c'est vrai qu'il y a un mois de cela, on se disait, bon, Aston Villa, ils sont toujours dans une passe compliquée. Au final, on peut l'analyser avec un peu de recul comme un trou d'air, mais une équipe là en ce moment qui retrouve pleinement sa dynamique, qui retrouve ses hommes forts avec Morgan Rogers, avec Ollie Watkins qui à nouveau se réveille, il nous sort un match exceptionnel, doublé, passe décisive. McGinn aussi, bon voilà, tout le trio offensif finalement a été très bon, en plus des milieux de terrain dont nous parlerons Hugo tout à l'heure. Mais en tout cas, ils sont à égalité de points avec Manchester United. Et Aston Villa continue sa course en tête de première ligue, enfin en tête au sommet, on va dire, dans les sommets. Ah ouais, carrément. Au-dessus d'Arsenal, de Man City. Non, Villa pas champion tout la le saison temps, dernière, pas tout c'est le temps, déjà son prono. Non, mais et puis ils sont aussi en course quand même en Europa League. Et c'est quand même aussi à souligner, je veux dire, s'ils nous sortent une saison en allant chercher l'Europa League et en faisant podium de première ligue, chapeau messieurs, hein. Classique Unai Chapeau Emery. messieurs, parce que ah oui, non mais vraiment. Quand même rappeler Donc, que c'est 5-6 ans leur remontée de Championship, hein. C'est 2017, je pense, qui remonte de Championship en première ligue. Donc c'est quand même aussi une ascension stratosphérique après le rachat du club. Oui, même si bon, ils étaient en Ligue des Champions déjà l'an dernier, donc on a déjà vu des belles choses sur les dernières saisons. Mais non, c'est clair que c'est très fort ce qu'ils nous
propose. En plus, Tammy Abraham, tu as dit, qui donne la victoire, la recrue de cet hiver, qui marque son 2e but, mais au meilleur des moments, dans un match exceptionnel quand même, parce que on parlera aussi de Sunderland, mais faut 2 belles équipes pour voir un beau match, et honnêtement, on a vu 2 équipes très joueuses, et ça fait plaisir. Hugo, toi, t'as décidé justement, comme le disait Valentin, de nous parler du milieu de terrain. T'aurais pu choisir, pardon pour la vulgarité qui m'a échappé. Non, mais... Oh bah ça y est. Non, mais ça y est, on est à l'aise. Le Antoine est en roue libre. Non, mais on est à l'aise. Non, mais parce que j'allais dire quand même, t'as un match à 4-3 où t'as les attaquants quand même qui se montrent, et tu vas nous chercher ton milieu de terrain pour nous parler de ta pépite belge Amadou Onana. Non, ouais, qui fait beaucoup, Amadou Onana, qui fait beaucoup parler en Belgique en ce moment, notamment aux sorties de la dernière campagne internationale, parce que finalement, la Coupe du Monde arrivant, tout le monde se reconcentre un peu sur cette équipe nationale qui est quand même plutôt en reconstruction du côté belge. Voilà, il reste Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, mais il n'y a plus les grandes stars en tout cas, parce que même eux ont perdu un peu de leur superbe au cours des dernières années. Donc c'est un peu Amadou Onana fait un peu office des patrons émergents dans cette équipe. On le voit aussi du côté d'Aston Villa. Dans ce milieu de terrain, il est vocal, il parle beaucoup, c'est un leader sur le terrain et il est très important. Je pense qu'il est même sous-estimé, beaucoup moins en Angleterre, je pense, où beaucoup de monde se rend compte de l'importance qu'il a déjà après son passage à Everton. En Belgique, je pense qu'il est encore sous-estimé. Mais voilà, c'est un joueur en tout cas qui commence à vraiment marquer les esprits. Et puis sa paire avec Tillmans en club marche très bien. Et fatalement, ça va l'avantager pour la sélection, parce que si on peut avoir la paire de milieu de terrain qui est la même en club qu'en sélection, c'est forcément un avantage. Donc c'est un joueur qui prend en épaisseur, qui a vécu une saison compliquée la saison dernière, avec pas mal de blessures. Et là, cette saison, il nous a vraiment sorti une très belle saison XXL. Et il est pas étranger au bon fonctionnement de Villa et surtout au bon fonctionnement de ce milieu de terrain. Parce qu'avec Tillman, ça marcherait bien. Avec Camara, quand il était là et quand il sera de retour, ça marche aussi très bien. Donc franchement, chapeau à lui, parce que il a vraiment fait sa carrière step by step. Voilà, commençant en Ligue 1 au LOSC, puis une équipe plus en difficulté de Première Ligue, à l'époque Everton. Aujourd'hui, il est dans un cadre d'or de Première Ligue. C'est franchement pas mal, et il l'a même annoncé en interview cette saison dans un média belge qu'il se souhaiterait un jour jouer dans une des 5 plus grandes équipes du monde. Donc en tout cas, c'est un joueur en tout cas qui est prometteur et qui montre qu'il a des sacrées qualités, et surtout c'est un gros bosseur sur le terrain. Et vous avez remarqué que l'ancien joueur du LOSC, pour la petite anecdote, si je me la permets, porte le numéro 24 cette saison à Aston Villa. Il portait le numéro 8 à Everton. C'est pour sa passion, notamment du basket US et de Kobe Bryant, effectivement. C'est un fan de Kobe Bryant. Voilà, petite anecdote comme ça. Il y a quand même des joueurs qui portent le numéro 8. Il y a quand même des joueurs qui portent le numéro 8, non pas parce que c'est un numéro exceptionnel dans le foot, non, parce que c'est le numéro de Kobe. Et je trouve ça aussi sympa à souligner. Et le 24 cette saison, donc à côté de son compère Youri Tillmans qui lui porte le 8. Là, pour aller déloger Youri Tillmans du 8, bon courage. Hein. Parce que, non, ça il me semble qu'il avait déjà un derrière, je crois, le numéro 8. Je pense que j'ai vu toute ma vie Youri Tillmans jouer avec un numéro 8 dans le dos. Donc... à mon avis, il ne le lâchera jamais. Et il ne le lâchera jamais maintenant, son numéro 8. Valentin, tiens, on va parler quand même de Sunderland, parce que on avait peut-être un petit peu enterré tôt ces Black Cats, pardon, en disant qu'ils pourraient ne plus avoir grand-chose à jouer, peut-être filer des points gratuits au milieu de tableau, et pourtant... c'est pas le cas. Oui, parce que si on regarde le classement, c'est vrai qu'au classement, Sunderland a 46 points, seulement à 2 points de Chelsea qui est 6ème. Donc finalement, on se met peut-être à rêver. On se dit qu'un avenir européen serait peut-être envisageable pour un promu. Ça serait quand même exceptionnel. Le promu qui donne tout comme ça. Ouais, c'est ça qui est... C'est vrai, c'est beau. Parce que c'est pas tous les jours le cas, c'est pas toutes les saisons le cas. Les promus qui seraient milieu de tableau comme ça, commencer à perdre quelques matchs, bon, on peut se dire ils vont finir sur un petit rythme de sénateur en roue libre. Pas du tout, parce que ils ont traversé quand même un hiver qui était plutôt compliqué, mais ils ont gagné leur derby à Newcastle, donc ils ont gagné les 2 derbys cette saison quand même. Ils ont gagné à domicile contre Tottenham. Là,
défaite à l'extérieur face à Aston Villa, mais honnêtement, ils tenaient le point du match nul du coup dans les instants. Oui, je disais qu'on perdu le point du match nul dans les tout derniers instants, mais en plus, si on regarde leur calendrier, bon là, ils vont recevoir Nottingham Forest, ils vont aux Wolves sur les 2 prochains matchs. Donc honnêtement, gagner 6 points là sur les 2 prochains matchs, c'est pas infaisable du tout, c'est même probable. Et honnêtement, s'il y a 3 journées de la fin et qu'ils se retrouvent encore dans cette course à l'Europe, mais c'est une performance quand même XXL. Donc bravo dans tous les cas, bravo pour cette saison. Et en plus, s'ils peuvent se permettre de rêver, faites-le, faites-nous rêver en même temps. Et avec, malgré tout, avec des blessures, parce qu'il reste des blessés. Alors, on a récupéré quand même les cadres qui avaient manqué cruellement dans le milieu de saison et justement qui avaient aussi justifié la descente au classement. Mais Granit on a Xhaka, récupéré- globalement, c'était quand notamment. même la plus grosse perte. Ouais, notamment. Et là, aujourd'hui, les avoir récupérés. Alors, effectivement, il y a cette défaite, mais perdre 4-3 à la 93e contre Aston Villa, c'est franchement, c'est pas un affront, hein, on va pas se mentir. Et surtout, au vu du rythme qu'a Sunderland dans cette fin de saison, effectivement, ça nous donne envie de rêver avec eux, presque. On va voir ce que ça donne dans les dernières journées de ce championnat qui s'annonce palpitant à tous les échelons. Ouais, en parlant de tous les échelons, on a parlé comme d'habitude, du haut de tableau, du milieu de tableau. Eh bien, partons en bas du classement. Alors, pas chez Wolverhampton que nous allons perdre la saison prochaine, puisque les Wolves ont été officiellement relégués ce week-end. Donc voilà, c'est la fin des Wolves en Première Ligue, en tout cas pour cet exercice-là. Coup dur pour le Portugal. Ouais, coup dur pour le Portugal. Dans le même temps, on récupérera au moins Coventry, qui a validé sa montée, l'équipe entraînée par Frank Lampard, qui vient en Première Ligue la saison prochaine, retour de Coventry. Ça va pareil, ça fait un petit moment qu'on les a pas vus, Coventry. Hein. Les moins de 20 ans ne connaissent pas Coventry en Première Ligue. Je pense. Eh bien, ce sera l'occasion de les découvrir. Donc, l'équipe en plus entraînée, on va récupérer Frank Lampard. C'était 2000-2001 la dernière fois. Donc, je me suis pas trompé. oui, effectivement, les moins de 20 ans ne connaissent pas, les 25 ans non plus. Donc, non, et même moi, je veux dire, bon, j'étais là, mais je m'en souviens pas. Ouais, 2000-2001, effectivement, t'avais moins d'un an. Bon, mais on va partir surtout à Tottenham, parce que Tottenham se bat pour sa survie encore, et même mal embarqué pour le moment, puisqu'ils sont toujours relégables. Les Spurs, 18e de cette première ligue, un point arraché ce week-end contre Brighton. Il a failli en avoir plus, mais finalement un seul point. Et l'égalisation à la 95e des Seagulls. Hugo, j'ai envie qu'on commence forcément par cette image terrible de Xavi Simons qui, on a l'impression qu'il fête le titre à la 77e et tout bascule ensuite, quoi. Et tout bascule. Sur cette image, forcément, s'ils gagnent et qu'à la fin de la saison, ils sont maintenus, les retenus en positif, cette image, mais là, il y a cette égalisation au bout du bout de Jorginho Rutter, donc forcément, elle fait mal. En préambule d'émission, on évoquait que c'était... Enfin, en tout cas, que pour Xavi Simons, c'était pas une mentalité à avoir quand on joue le maintien. Et j'ai quand même l'impression que ça fait quand même plusieurs fois qu'on le note que c'est pas une équipe qui a la mentalité de jouer un maintien. Il y a plusieurs championnats où j'ai entendu ça, mais il y a plusieurs championnats où il y a des gros cadors qui sont en difficulté et qui se retrouvent à devoir jouer le maintien contre des équipes qui, depuis la J1, savent très bien qu'ils jouent le maintien, savent ce qu'il faut faire, savent qu'il faut pas paniquer, qu'il faut juste prendre les points, assurer le minimum, assurer le service minimum, pas en faire trop. Ah, mais Tottenham, le problème c'est que les joueurs qui sont dans l'effectif, ils sont pas venus pour ça. Xavi Simons, quand on regarde son CV, il est sûrement pas venu en Première Ligue pour jouer le maintien. C'est ça, sorti de la Masia au PSG après, puis avec Leipzig où il a quand même explosé en Bundesliga. Donc fatalement, ce sont des joueurs qui ne s'attendent pas à devoir jouer un maintien. Et là, on l'a vu, c'est que c'est 2 fois dans les arrêts de jeu où ils craquent. Les Spurs, dans les arrêts de jeu de la première mi-temps, dans les arrêts de jeu de la deuxième, c'est qu'on a l'impression que voilà, ils jouent un match comme si c'était un match lambda de la saison. Mais non, il faut cadenasser, il ne faut pas prendre de but, il faut assurer coûte que coûte les 3 points. Parce que là, ils s'en sortent entre guillemets encore pas trop mal parce que West Ham n'a pas gagné.
mais si West Ham avait gagné hier soir, ça serait quand même sacrément mal embarqué. Ils ont quand Et même, même là, hein, ça reste compliqué. Ils ont entre guillemets le match gratuit face à Wolverhampton cette semaine. attention, Euh, attention. oui. Le match C'est vrai gratuit qu'on pour Tottenham, il n'y en a pas. Hein. oui, mais Ouais. non, mais on a connu le Wolverhampton accrocheur début janvier où on s'est mis à croire à un maintien, y compris moi et Antoine. Début février même, Début mi-février. février, même plutôt fin janvier, début février, oui, voilà. Mais enfin voilà, là, on l'a dit, ils sont en Championship. Bon, après, c'est vrai qu'ils peuvent, voilà, il faut sauver l'honneur, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'ils vont coûte que coûte aller arracher les matchs? Je sais pas. Là, voilà, on parle de Brighton qui allait arracher le match nul dans les arrêts de jeu 2 fois, en première et en deuxième mi-temps. Brighton qui est aussi peut-être encore bon, compliqué, mais ils sont à 1 point de Chelsea. Donc aussi encore quelque chose à jouer. Tout est Donc vrai. c'est ça. Donc c'est un peu ça la différence face aux Wolves. Mais oui, il va pas falloir trembler pour Tottenham. Et pardonnez-moi la vulgarité, mais il va falloir se sortir les doigts pour cette fin de saison parce que Eh ben, tout le parce que monde là s'y met à la vulgarité aujourd'hui. non, parce que là, il va pas, il y a plus trop le droit au faux pas. On parlait de la course devant entre City et Arsenal, mais là c'est pareil. Là, chaque point perdu, il fera mal, et chaque point gagné fera beaucoup de bien. Donc, Oui, parce qu'en même temps, il y a des équipes qui. Alors, j'ai envie de dire, ça paraît limite un matelas quand vous êtes avec, entre guillemets, peu de points, mais Nottingham Forest a plus d'un joker, parce qu'ils sont à 36 points, les Tricky Trees, sur les 31 de Tottenham, 5 points d'avance. Leeds, juste devant, qui est 15e, à 39 points. 8 d'écart avec Tottenham. Là, d'un coup, il s'est quand même passé. Enfin, il y a eu une scission, une vraie fissure. Bah ouais, non, sauf grosse surprise, ça devrait se jouer entre West Ham et Tottenham. Nottingham est peut-être encore dans la Cinq lutte. points, Oui. comme disait Antoine, ça fait beaucoup, mais ça peut aller très vite. Leeds, quand même, là, les 9 points, c'est quand même un sacré bol d'air pour. Un bon pour prono Leeds du coup. Un bon qu'on prono. voyait pas trop dans la course au maintien, qui d'un coup se sont retrouvés là-dedans. Je pense que même eux, ils savent pas comment ils se sont retrouvés là-dedans. Puis là, je pense qu'ils ont quand même pas mal sorti la tête de l'eau ce week-end. Bon, sur Tottenham, il y a quand même Valentin, il y a quand même du mieux dans cette équipe. Enfin, vous me direz, il serait temps parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Oui, c'était compliqué de faire pire en tout cas, mais oui, il y a du mieux. Honnêtement, Roberto De Zerbi a quand même apporté des choses dans le jeu. Honnêtement, la deuxième période, j'ai trouvé aussi Tottenham plus globalement était quand même très intéressante. Au milieu de terrain, c'est quand même plus cohérent, j'ai envie de dire, avec Gallagher. Gallagher, pour le coup, c'est une super recrue quand même de Tottenham, même s'ils ont beaucoup de joueurs de qualité. Lui, il enchaîne quand même les bons matchs, même si des fois son équipe est un peu plus de mal. Et De Zerbi qui fait quand même des choix, hein, parce que voilà, de mettre Mathys Tel sur le banc, bon, il était quand même plutôt, il jouait quand même beaucoup, j'ai envie de dire. Enfin, Tudor, bon, en même temps, tous les joueurs sous Tudor n'ont pas joué énormément de matchs, mais non, en tout cas, il amène quand même de l'allant. Il y a quand même du mieux dans la mentalité quand même, même si est-ce que bon, j'ai envie de reparler de cette célébration de Xavi Simons, mais j'ai envie de dire, il aurait peut-être été encouragé à le faire si c'était à la 90e. Parce que et encore, mais j'ai envie de dire, je le vois en même temps d'un bon côté, en se disant bon bah il a conscience que c'est pas gagné d'être sauvé, et il est heureux de ça, et il a la rage. Il veut que Tottenham se maintienne, et c'est aussi cette rage un petit peu qui instaure De Zerbi, cette envie, cette niaque. Mais par contre, j'espère là d'avoir fait ça à la 77e. Là, par contre, là c'est une faute professionnelle. Ouais. Donc j'espère que De Zerbi dans le vestiaire, que ça sortira pas dans les médias, mais j'espère qu'il a bien recadré quand même, parce que ça c'est pas possible. Et mais oui, dans le jeu, honnêtement, ça n'a rien à voir avec. Enfin, on voit déjà le monde d'écart qu'il y a entre un Tottenham sous Tudor ou un Tottenham sous De Zerbi, et pourtant ça fait que 2 matchs. Enfin, c'est criant, parce que ce match-là, ils l'auraient perdu peut-être probablement sous Tudor. Donc il y a du mieux, et il y a de quoi construire quand même pour la suite. Alors il n'y a que 5 matchs, mais il y a quand même quelques bases sur lesquelles s'appuyer et sur lesquelles construire le maintien. Avant de passer à Brighton, messieurs, quand même, cette situation plus que cocasse ce week-end, parce que
Vous l'avez suivi. Nottingham Forest s'est donc imposé 4-1 à Burnley, a pris quand même une respiration sur la zone rouge. Et qui a marqué un triplé pour Nottingham Forest ? C'est ce bon vieux Morgan Gibbs-White, celui qui devait rejoindre cet été Tottenham. Et souvenez-vous du feuilleton, c'était pareil, un des feuilletons de l'été où Gibbs-White avait limite été annoncé, mais était tout proche. Mais le montant de la clause avait été révélé de façon indirecte, direct par le joueur, pardon, ce qui était interdit. Donc c'était parti limite au tribunal, hein, je pense que c'était parti en tout cas, droit du foot. Bref, c'est tout un micmac qui avait finalement empêché Morgan Gibbs-White de rejoindre Tottenham. Et là, le voir marquer aujourd'hui ces 3 buts à Nottingham Forest, qui viennent pas encore sauver les Tricky-Trees, mais qui viennent un peu plus enfoncer Tottenham, c'est un peu cocasse. De toute façon, c'est ce qui arrive cette saison entre Eberechi Eze avec Arsenal et Morgan Gibbs-White avec Nottingham Forest. Tottenham est vraiment au fond du trou. Et du coup, Xavi Simons qui se retrouve au milieu de ce bazar. Oui, parce que c'est la conséquence directe. Effectivement, c'était le 3e choix en quelque sorte. Et c'est lui qui est arrivé là et dont on parle aujourd'hui. Donc tout est lié. C'est coïncidence ? Je ne pense pas. Non, pardon, je suis parti en live avant le dernier point quand même, parce que à Brighton, il y a eu ce but donc de l'égalisation à la 95e minute, marqué par un Français qu'on n'avait pas beaucoup vu cette saison, alors qu'il s'était quand même révélé chez les Seagulls les années précédentes. C'est Jorginho Rutter, Hugo. Ouais, Jorginho Rutter comme tu le dis, qu'on n'a pas beaucoup vu cette saison, et qui là ce but de la victoire, je pense que ça va lui faire beaucoup de bien aux Français, parce que il n'avait pas marqué depuis, je pense, plus de 5 matchs, si j'avais bien vu. Et, plus que ça, largement, plus que ça. Le dernier but, c'était contre Burnley le 3 janvier. Oui, 3 janvier, c'est ça, oui. Donc oui, beaucoup plus. Je me suis trompé là-dessus. Mais voilà, c'était vraiment une saison oubliée pour Jorginho Rutter, en tout cas jusqu'à présent. Surtout au vu de sa saison dernière, son arrivée à Brighton. C'est ça, surtout vu de sa saison dernière, avec son arrivée à Brighton depuis Hoffenheim. Depuis Leeds, entre les deux, ouais. Oui, il était passé par Leeds entre les deux, c'est vrai, j'ai oublié ce passage. Et c'est vrai qu'il avait été convaincant pour son passage à Leeds et son début à Brighton. Donc on lui voyait un grand avenir quand même en Première Ligue. Pourquoi pas même un peu plus haut, un étage au-dessus encore, dans les équipes qui jouent le top 6. Et là, une saison compliquée pour lui. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu d'explication sur le pourquoi du comment, sur les véritables raisons. Mais le voir marquer, c'est sûr que ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est un attaquant qui, en tout cas, a encore beaucoup de potentiel, hein. Il est quand même pas si vieux. Il est clos comme beaucoup des autres qui, comme lui, ont été formés au Stade Rennais. Il est clos très jeune. Et voilà, c'est un joueur qui sera surveillé, 24 ans, qui peut encore se relancer et qui là peut faire finir la saison peut-être en boulet de canon pour se relancer pour la campagne 2026-2027. On sait que Brighton reste chaque année une équipe dangereuse, donc je pense que Fabian Hürzeler serait pas con de récupérer un Jorginho Rutter en pleine forme. Lui qui était titulaire au début de saison et qui s'est fait pousser sur le banc au point même de ne presque plus entrer en jeu, de ne plus entrer en jeu sur certains matchs, au profit du jeune Jack Hinchelwood, de 3 ans son cadet. Après ça, ce sont les choix de Brighton, et pour l'instant j'ai envie de vous dire ça marche plutôt bien, parce que effectivement, comme vous le disiez messieurs, les Seagulls sont encore dans la course à l'Europe. En même temps, qui n'est pas dans la course à l'Europe, hormis ceux qui se battent pour le maintien finalement, les 3 derniers de la classe, mais un peu plus quand même. Oui, non, mais les 3 derniers, quand je disais les 3 derniers, Tottenham, West Ham, Nottingham, tout le reste, allez, peut-être pas Leeds, mais tout le reste peut encore jouer l'Europe mathématiquement. Donc c'est assez étrange et en même temps assez excitant pour la fin de cette saison. Voilà messieurs, pour le débrief de cette 33e journée, on a fait un gros tour là, hein. C'est-à-dire le Man City Arsenal nous a pris quand même pas mal de temps, il y avait des choses à dire, et il y en aura encore dans les prochaines journées. Ce soir, donc ce mardi soir, Brighton-Chelsea, les Seagulls sont déjà de retour. Demain, 2 matchs, Bournemouth-Leeds et Burnley-Man City, et puis
On se retrouvera ce week-end avec les 5 matchs, pardon, et le match entre Sunderland et Nottingham vendredi. Avant cela, pour la suite de ce championnat, cette 34e journée et la suite de cette course à l'Europe, de cette course au maintien, de cette course au titre. Merci messieurs pour ce débrief. Je vous laisse retourner à vos occupations et on se revoit pour la preview. Alors à cheval entre le début et la suite de la journée. Cette semaine, ce sera donc d'ici vendredi. Voilà messieurs, merci à vous pour ce débrief. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine, Valentin, Hugo, et puis à la fin de semaine. Alors on se dit à vendredi. Salut à tous. Salut. Allez, à Ciao, ciao. vendredi. Ciao, ciao.